Bon ben voilà. Donc je vais parler de Robert Anton Wilson. Je commencerai par expliquer qui il est et ses accomplissements, puis bien sûr le grand acte que bien sûr est complètement subjectif parce qu'il a écrit tellement de trucs, donc moi j'ai choisi ce qui moi m'a parlé. Je vais parler ensuite de son influence et puis je vais lire la préface d'un de ses livres que je commenterai au fur et à mesure de la lecture. Je vais traduire ça en live parce que c'est quand même un peu long, donc je vais traduire ça en live et chaque paragraphe je vais faire des petits commentaires si j'ai envie, et donc voilà. Donc commençons. Qui est-il ? Il est né en 1923, il est mort en 2007 aux États-Unis. Donc il est américain. Il était un auteur, nouvelliste, essayiste, éditeur, écrivain de théâtre, journaliste, poète, futuriste. Et la partie intéressante est qu'il se décrit lui-même comme étant un mystique agnostique. La plupart des penseurs de discordianisme, qui est un courant de pensée spirituelle, le reconnaissent comme leur pape ou leur saint. Il a rendu le courant discordien populaire grâce à ses textes. J'ai quand même un léger commentaire à faire là-dessus. Le discordianisme est une sorte de religion semi-sérieuse, un peu comme pastafarianisme, qui vénère Eris, la déesse de la discorde, c'est-à-dire donc qui s'oppose à l'harmonie. Et donc j'ai quand même envie de dire que lui, il se considérait vraiment comme un vrai agnostique et il ne croit ni en l'harmonie, ni même en la discorde, et il ne vénère ni l'un ni l'autre, ou même d'autres choses. Robert Anton Wilson était une figure majeure de la contre-culture des 60s et 70s au niveau de Timothy Leary ou Terence McKenna, qui sont des noms un peu plus connus. Lui, il apparaît beaucoup moins en public parce qu'il était beaucoup plus écrivain et beaucoup plus penseur, mais pour moi, à mes yeux, il est tout aussi important. Son but par ses œuvres a été, et ici ce sont ses propres mots, une tentative de casser les associations conditionnées, de voir le monde de nouvelles façons, de reconnaître chaque modèle de pensée ou croyance comme carte ou modèle du monde, sans qu'aucun de ces modèles ne soit élevé au rang de la vérité. Le but final étant d'amener les gens à un état d'agnosticisme général, pas un agnosticisme exclusivement de Dieu, mais un agnosticisme surtout. Donc même pas croire en la science, même pas croire dans ses 5 sens, etc. Pour ses accomplissements, en fiction, il a écrit 12 livres, dont les 2 séries recommandées par les Discordiens. La première série, c'est une trilogie, la trilogie des Illuminatus, et la deuxième, c'est la trilogie du chat de Schrödinger. Il a fait une trilogie autobiographique nommée Cosmic Trigger, ou déclencheur cosmique. Je la mentionne ici parce que le texte que j'analyse à la fin vient de la préface du premier livre de cette série autobiographique. Il a écrit 3 pièces de théâtre, il a écrit 15 livres, dont 2 livres qu'à mes yeux tout le monde devrait lire, Prometheus Rising et Quantum Psychology, qui sont juste géniaux. Il a 5 collections d'essais, il a édité 2 livres, il a environ 20 cassettes où il est interviewé autour de différents sujets. Il a joué dans 2 films, écrit un film lui-même et est apparu dans une dizaine de documentaires. Il s'identifiait comme libertaire socialiste et était pour le revenu universel garanti, et il était aussi anti-gouvernement. À part cela, il a lancé et faisait partie de plusieurs associations autour de l'expérimentation, autour de la perception, de la conscience et du potentiel et du génie humain. Sinon, il était actif à la législation de toutes les drogues. Voilà. Sinon, on va passer au grand acte. Je vais un peu contextualiser. Donc, ceci est un texte court que je vais lire qui vient de la trilogie Illuminatus, que j'ai nommé plus haut, et que j'ai essayé de traduire du mieux que j'ai pu parce que à la base, c'est quand même de l'anglais. Donc, allons-y. Définition et distinction. L'économie du marché ou le libre-échange. La condition d'une société dans laquelle toutes les transactions économiques résultent du choix volontaire sans coercition ou contrainte. L'État. Une institution qui interfère avec le libre-échange par l'utilisation directe de coercition ou contrainte ou en concédant des privilèges, souvent par la coercition ou en contraignant. L'impôt. Une forme de coercition ou contrainte ou interférence avec le libre-échange dans lequel l'État collecte un tribut ou une taxe permettant l'embauchage de forces armées pour pratiquer la coercition et la contrainte dans la défense des privilèges et aussi pour s'engager dans des choses comme par exemple des guerres, des aventures, des expériments, des réformes, etc. Comme l'État a envie de le faire. Pas à ses propres frais bien sûr, mais aux frais de ses sujets. Le privilège. Du latin privi, privé, et lege, loi,
un avantage accordé par l'État est protégé par ses pouvoirs de coercition ou contrainte. Une loi pour le bénéfice privé. Usure, la forme de privilège ou d'interférence avec le libre-échange dans laquelle un groupe supporté par l'État monopolise la monnaie et ainsi prend tribut, profit ou intérêt directement ou indirectement dans une partie ou toutes les transactions économiques. Propriétarisme, c'est fort. Propriétarisme, la forme de privilège ou interférence avec le libre-échange dans laquelle un groupe supporté par l'État possède la terre et ainsi prend tribut, dans ce cas-ci loyer, de ceux qui vivent, travaillent ou produisent sur cette terre. Tarif, une forme de privilège ou interférence avec le libre-échange dans laquelle les commodités ou produits hors de l'État ou hors des groupes supportés par l'État ne sont pas permis de rivaliser également à pied égal avec, les produits de l'État ou des produits des groupes supportés par l'État. Alors ici j'ai mis mon commentaire à moi, varier ici la définition pour subside ou autre contrainte légale autour de l'économie. Et on arrive à la même chose. Je me suis permis d'étendre un peu ce qu'il a dit. Ensuite, capitalisme. Et là, on arrive. Une organisation de la société intégrant les éléments de taxes, usures, propriétarisme et tarifs, et ainsi refuse le libre-échange en prétendant être un exemple du libre-échange. Boum! Ça c'est fort. Bon, c'est pas fini. Ensuite, pour ce qui va suivre, pour simplifier, lui il utilise le mot conservatisme, mais on pourrait dire conservateur ou la droite. C'est plus simple. Voilà. Donc conservatisme, prochaine définition, conservatisme. Cette école de la philosophie capitaliste qui prétend l'obédience ou d'appliquer le libre-échange tout en supportant l'usure, le propriétarisme, le tarif et parfois la taxation. Excellent. Et ensuite, ici, le prochain mot c'est le libéralisme, mais on pourrait tout aussi bien changer ce mot par la gauche. Le libéralisme, cette école de la philosophie capitaliste qui tente de corriger les injustices du capitalisme en ajoutant des nouvelles lois aux lois existantes. Chaque fois que les conservateurs ou la droite passent des lois créant du privilège, les libéraux ou la gauche passent une autre loi modifiant le privilège. Ce qui conduit les conservatistes ou la droite à passer une autre loi plus subtile pour recréer le privilège et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire et tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Oui. Oh oui, elle a ses commentaires. Oui, Robert Anton Wilson vient de prédire le totalitarisme vers lequel amène le capitalisme. De gauche ou de droite. Soit, c'est pas fini. Socialisme. La tentative d'abolition de tous les privilèges en restaurant le pouvoir entièrement à l'agent coerciteur ou contraignant derrière le privilège, c'est-à-dire l'État. Ainsi, convertissant l'oligarchie capitaliste en monopolie étatique. Autrement dit, blanchir un mur en le peignant tout un noir. Est-ce qu'il vient de décrire le communisme ? Oui, je crois qu'il vient de le faire. Enfin, la dernière définition, anarchisme. Une organisation de la société dans laquelle le libre-échange opère librement, sans taxes, usure, propriétarisme, tarifs ou autre forme de coercition ou privilège. Les anarchistes de droite, ou comme il dit conservateurs, prédisent que dans le libre-échange, les gens voudront volontairement choisir de se disputer, concurrer ou rivaliser plutôt que de coopérer. Les anarchistes de gauche ou les libertaires prédisent que dans le libre-échange, les gens voudront volontairement coopérer plutôt que se disputer, concurrer ou rivaliser. Et donc ici j'aimerais bien préciser, donc concurrer, disputer, rivaliser, en anglais ça veut dire compete, ça veut dire au niveau économique et tout ça. Alors ensuite je vais quand même dire c'est quoi la suite du texte. La suite du texte est un échange entre des personnages sur la sociologie et pourquoi les humains se comportent de telle manière et comment changer les choses. Et donc voilà, je ne fais que recommander ces livres parce que c'est un livre de fiction. Ce que je viens de tirer là, ça vient d'un livre de fiction. C'est trop puissant. Et donc voilà, je passe à son influence. Alors, sa plus grande influence et reconnaissance se trouve majoritairement dans le monde spirituel. Il est cité de gauche à droite par des psys, des gourous, des New Agers, des chaoïstes, des discordiens, des satanistes, des lucifériens, des fans de psychédéliques, des chamans modernes, etc., etc. Je suis tombé sur lui personnellement via le chaoïsme, qui est un courant de pensée finalement assez simple et résumable ainsi. Rien n'est vrai, tout est permis. Si telle ou telle religion marche et a l'effet que tu veux, suis
suis-la et crois-la, tant qu'elle a de l'effet pour toi. J'ai parlé des discordiens qui, eux, le voient comme leur prêtre, mais à mes yeux et mes lectures de lui, je me rends compte qu'il dépasse cela. Il n'est convaincu de rien, rien du tout, et se remet constamment en question et ne prend rien du tout au sérieux. Et on le sent dans son ton d'humour complètement présent dans toutes ses écritures, discussions et discours. Alors ceci, c'est un petit commentaire personnel que j'ajoute à l'influence, c'est que, alors, il est ni chaoïste, il est ni ceci, et justement, ni chaoïste, ni discordien, ni ceci, ni cela, mais par contre, il connaît chaque courant bien en profondeur, et il les troll, en fait. Donc pour moi, c'est juste un génie, quoi. Alors, son influence est difficile à mesurer, Voici quelques-uns parce que voici quelqu'un qui a poussé la pensée très loin. Pour moi, il est quelque part l'équivalent du je perçois donc je suis. Ceci est finalement que mon sommaire de sa pensée, de ce que vraiment je peux dire, ce type n'est convaincu de rien, pas même de sa propre existence, pas de sa mort, pas de la réincarnation. Il est complètement libre d'amener sa pensée où il veut et n'est pas bloqué par quelque dogme qui soit. Il a quelques valeurs, l'optimisme qui pour lui est la plus pratique. Alors ça c'est quand même intéressant, c'est que lui il dit oui en effet moi je suis l'optimisme parce que c'est pratique, tu regardes le même problème et en fait tu vois des solutions, tu vois 10 solutions plutôt que voir 10 problèmes, donc l'optimisme c'est pas mal, voilà ça c'est le petit commentaire. Donc voilà, ça c'est un peu l'optimisme et pour lui c'est la plus pratique des philosophies. On perçoit la même chose mais... Ouais, voilà, en fait je l'avais écrit. On perçoit la même chose, mais au moins on se sent bien et on voit 10 solutions plutôt que 10 problèmes. Elle libère plutôt que bloquer. Il croit pragmatiquement que la joie et la bonne humeur est donc une voie intéressante à suivre. Et finalement, c'est ça qu'on peut ressentir de ces textes. De l'humour, de la joie, du plaisir et des pensées profondes. Et pour cela, il est clairement un grand farceur. Et donc voilà, là je vais passer dans la partie commentaires. Donc oui, si vous êtes juste venu écouter la version courte, pas de problème, je vais fermer ma gueule. Sinon, si vous voulez entendre le commentaire de la préface, eh ben, ça va continuer tout de suite. Et on entre dans la préface, blablabla. Bla, bla, bla. Donc je vais faire un petit commentaire et une traduction. Nous écoutez, nous écoutez, nous écoutez. Merci de nous écouter.